Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Le labyrinthe des insectes existe déjà depuis quelques années à Amos et déjà il y a un engouement évident. Alors, mon invité est propriétaire de ce labyrinthe, M. Tommy Saint-Laurent. Tommy, bonsoir. Bonjour Gabi. Tellement content que vous ayez accepté mon invitation. Il sait que moi, ça me passionne beaucoup. À toutes les fois que je vais dans le bois, il me semble que depuis qu'on a fait une émission ensemble, la première émission, je suis plus attentif à peut-être aux papillons surtout. Tu sais. Des fois, on passe à côté, puis on regarde, il est là. Mais depuis cette première émission-là, il me semble que je fais plus attention. Puis c'est vrai qu'on voit des choses chez nous, là. Ici, en Abitibi, là, on voit quand même de très beaux spécimens. On est choyé. On a une belle microfaune Oui. avec tous les spécimens qui existent ici au Québec. Là, tu sais, on parle d'au moins plus de 2000 espèces là, Ici? juste au Québec. Ouais. Ah oui, 2000 espèces. Au moins plus de 2000, parce qu'encore là, des fois, on en découvre des nouveaux. Ah oui, ah ben c'est incroyable. Jamais on n'aurait pensé. On dit tout le temps qu'on voit des papillons. Il y a des papillons qui se ressemblent, mais ne portent pas le même nom, c'est sûr. Oui. Ça, il y en a plusieurs, c'est certain. Mais là, vous nous en avez emporté là, des spécimens qui sont vraiment... Lui, il sait, il a même retourné pour aller le chercher parce qu'il sait que je suis en amour avec ce papillon-là. On va juste le montrer, le fameux papillon bleu. Ah, qu'il est beau. Ben, le morpho bleu, bien sûr, c'est un papillon qui a un historique très important, surtout par rapport à sa couleur, parce que on croit qu'il est bleu, OK. mais il n'y a aucune couleur, ce papillon. Et c'est un peu ça qui est unique. Mais, un instant, là, on croit qu'il est bleu, mais il n'y a aucune couleur. Pourtant, on le montre à l'écran, puis on jurait qu'il est bleu. Oui, puis si tu le bouges un peu, Oui. tu vas voir qu'on passe d'un mauve au bleu. Et ça, c'est pour une raison très simple. Ce qui se produit, c'est que c'est un phénomène optique qui s'appelle l'iridescence. La façon que ça fait, les papillons, c'est une membrane qui est équipée d'écailles qui sont juxtaposées, un peu comme le toit d'une maison, là, OK. comme un bardeau. OK. Et toutes ces écailles-là, juxtaposées une sur l'autre, vont créer la couleur en fonction de la nourriture et de l'alimentation de la chenille. Dans le cas du morpho bleu, c'est vraiment exceptionnel, c'est que cette écaille-là, elle est translucide, puis elle est lamellée de plusieurs couches transparentes avec des porosités. Ce que ça a un peu comme effet, c'est un effet de prisme. Fait que la lumière va rentrer à l'intérieur, et c'est un phénomène optique de physique, là, en gros, là, pour résumer, c'est que la lumière va se diffuser à l'intérieur, et ce qui va en ressortir, c'est uniquement le rayonnement bleu qui va retourner à notre œil. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est un papillon bleu. Voilà. Mais en définitive. C'est qu'il nous renvoie tout simplement Il nous renvoie une une partie de la couleur, c'est ça. couleur. Ouais. Ça, le papillon bleu, chez nous, est-ce qu'il en existe? Non, Il n'y en a ici, pas ici. au Québec, on ne retrouve pas de morpho bleu, mais on retrouve quand même quelques proches cousins du morpho bleu qui sont des nymphalitées, qui sont OK. des espèces là, qu'on retrouve ici. On le trouve où, le papillon bleu, habituellement? Normalement, on va le retrouver plus au sud, là, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. OK. Fait que il y a plusieurs variétés de morpho aussi, d'ailleurs. OK. Là, vous avez tellement de... Même, on dirait qu'il y en a qui sont faits en métal. Non, mais on va le montrer ici. Là. On va essayer de montrer le plus possible. On va demander à notre caméraman d'y Fait aller qu'ici, avec des là, beaux plans. on a une crésina. Une crésina, c'est un coléoptère qui fait partie de la famille des scarabées et qui a aussi le même procédé un peu que le morpho bleu qui est de l'iridescence aussi. OK. Il utilise le même phénomène au niveau du phénomène optique. Sauf que lui, bien sûr, j'ai pas triché en vous le peinturant avec une matière. C'est sa couleur Mais naturelle. c'est vraiment sa couleur. Parce qu'on dirait qu'il est en métal. Oui. C'est pas compliqué. Et c'est drôle, hein, parce que souvent, quand je présente des coléoptères, la réaction qui est comme souvent, celle qui sort le plus souvent, c'est le wash ou le burk. OK. Et, mais lui, comme il brille, il va gagner la sympathie des gens par ce phénomène-là. Et souvent, c'est là que je m'amuse, où les gens vont voir souvent celui qu'on appelle le hanneton commun. Okay. Le hanneton qui brise ici, là, souvent,
les pelouses des gens, Mhm. qui va faire des ronds jaunes parce que la larve mange la racine de la pelouse. Ah, OK. Ben, c'est son cousin direct. OK. C'est aussi un scarabée qui est identiquement au niveau, point de vue morphologique, identique. C'est juste la couleur qui diffère. Ça existe à quel endroit? Celui-là, on va le retrouver souvent au Costa Rica. Ah, OK. Ouais. C'est un spécimen qu'on trouve en très haute altitude normalement. Là, je veux pas passer sous silence, puis je veux qu'on ait le temps de l'expliquer et de le montrer. Oui. C'est celui-là que je pointe ici. Tommy, Ça, expliquez-nous vraiment, là, ça, c'est c'est un des chef-d'œuvre. chefs-d'œuvre Ah, c'est de la un nature. chef-d'œuvre, oui. Ici, on a la créature, autrement dit, un des spécimens qui est un des plus forts au monde. Celui-là, il s'appelle le Dynaste Hercule. Et Dynaste Hercule, hein, on a le mot Hercule qui nous rappelle le On sait c'est célèbre quoi, oui. demi-dieu. Oui, Et, exactement, oui. c'est pas pour rien. C'est un coléoptère qui lève 800 à 900 fois son propre poids. Ah, mon Dieu. Ça a pour effet de lui donner le titre d'animal le plus fort au monde. OK. Il existe des coléoptères plus costauds que lui encore. Mais ils sont pas plus gros, Oui, ils sont juste plus petits. OK. Ils lèvent 1200 fois leur poids. Donc, le champion de la force se trouve chez les coléoptères qui font partie du règne animal. Et pour résumer, en réalité, c'est que l'animal le plus fort au monde est un coléoptère. Euh, des coléoptères, on en a ici, nous autres. On en a, ils sont petits, Oui. on en a. Mais est-ce que c'est de la même famille, des mêmes descendants? Ou bien On a aussi... on a des scarabées ici, on a certaines variétés. Lui, en réalité, on dit que c'est un scarabée rhinocéros. À cause de la magnifique corne qu'on voit ici. Ah, OK. Ça, c'est propre aux spécimens qui sont des mâles. Et les femelles n'ont pas cette corne-là parce qu'elle a une utilité très particulière pour les mâles qui sert à rivaliser contre les autres espèces mâles et les expulser du territoire Ah, OK. du fait qu'ils peuvent articuler la tête ici qui fait comme la pièce inférieure de la pince et ils vont rentrer la tête sous l'abdomen de l'adversaire puis resserrer. Puis après ça, ils vont être capables de le propulser en dehors du territoire. C'est une question de rivalité masculine, finalement. Mais Oui, à oui. travers toute cette Mais force et à travers toute cette stratégie de rivalité masculine, ils sont quand même des êtres très doux et on peut voir ici la pubescence, les espèces de petits poils Mais sur oui. la corne qui OK. sert à caresser la femelle. Ah, bon. Fait que malgré le fait que c'est un dur à cuire, C'est un Hercule. c'est un Hercule qui est très doux Il est très doux. et qui va prendre soin de bien traiter sa femelle. Mais où prenez-vous ça, Tommy? Ces espèces-là, vous les faites venir? Oui, ou quoi? normalement, Non? la façon qu'on procède, nous, on fonctionne avec des trucs qui sont d'élevage. OK. Les insectes, pour de nombreuses espèces, ça s'élève souvent très bien en captivité. Puis nous, au labyrinthe des insectes, ce qui est très important et ce qui est dans nos missions, c'est de ne pas encourager le pillage des écosystèmes, entre autres souvent des marchés noirs ou Ouais. de ces marchés-là qui vont un peu déséquilibrer l'environnement de la nature par des intentions mercantiles. Fait que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a plusieurs contacts un peu partout dans le monde, puis on va aller acheter de fournisseurs qui sont des éleveurs, mais aussi de fournisseurs qui vont s'assurer que dans leurs élevages, les animaux vont être bien traités finalement. OK. Là, on en a d'autres aussi. On peut peut-être en montrer un de ces deux-là. C'est dans la même famille ou quoi? Oui, ben c'est des scarabées aussi. OK. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est que lui, on l'appelle le Mégazoma. Ça donne à être un des scarabées les plus lourds qu'on peut trouver. Fait que, C'est fragile? ben, une fois séché, oui. Une fois séché, oui. Hein? C'est sûr qu'ils sont plus fragiles. Par contre, quand ils sont vivants, ils sont très, très, très robustes. Ah, OK. Ce qui est même fascinant, c'est qu'en Amérique du Sud, les jeunes qui trouvent ces coléoptères-là le savent qu'ils sont très résistants. Ils vont en mettre plusieurs au sol, puis ils vont mettre un contreplaqué ou c'est une planche. Oui. OK. Ils embarquent dessus, puis ils se Ah. font déplacer par Ah, les oui. coléoptères qui ne subissent pas
la pression là, d'un jeune enfant. Puis il n'y a aucun mal non plus. Ça Aucun leur fait mal. rien. C'est un vrai char d'assaut. Vraiment, c'est une constitution qui est très intéressante parce que avant de devenir un amigo, parce que l'insecte adulte, on l'appelle amigo, ils OK. doivent passer par une certaine croissance. Et c'est un coléoptère qui va avoir une espérance de vie de 3 ans, sauf qu'il va vivre environ 8 mois à l'état amigo, ça veut dire à l'état adulte, là, comme OK. ce que je viens de vous présenter. Mhm. Mais ce qui est quand même intéressant, Bon, c'est de là, voir... il en sort des vrais. Ben, ça aussi, c'est des vrais, mais ceux-là, ils sont bons. Sauf que là, il en sort des vrais. Puis Oui. là, il est arrivé en studio, puis il m'a regardé, on en dit, bon, regarde, Gabi, fais ça. Fait que, bien sûr, c'est toujours plus le fun de travailler avec des vrais. Puis nous, ce qu'on essaye de faire au labyrinthe, c'est de créer un contact avec des véritables spécimens. Et là, pour bien le voir, je vais Bon. vous le souffler un peu. OK. Fait qu'ici, Fait ce qu'on qu'on va prendre a, un gros plan aussi. OK. c'est Bon. une larve OK. de ce spécimen-là. Elle est vivante. Elle va travailler dans le sol pendant environ 2 ans. OK. Puis pendant 2 ans, cette créature-là va avoir le gros du travail. Ça va être de tout transformer les matières végétales. Ça veut dire feuilles mortes, bois mort en décomposition. OK. Puis à l'aide là, des espèces de chilicères qu'on peut voir ici. Là, et là, bien sûr, je suis prudent parce que si Oui, vous mais mettez c'est vos ça doigts là, que vous me disiez. Il ne faut pas mettre parce que, oui, justement, on peut le montrer ici. ici, ça, c'est un bout de bois qui a été consommé par ce spécimen-là. Donc, on peut voir que les OK, pièces ici. buccales ici OK. sont très puissantes. Puis ils vont transformer le bois, OK. puis ils vont le consommer. Fait que c'est ça qui a fait Ces traces-là, ouais. ces traces-là. Mais bien sûr, c'est un bois qui Oui, est oui. mou, Qui est mou. puis mais qui est ça fait- avancé en décomposition. Oui, 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 Puis oui. c'est pour ça aussi qu'on le donne ça. Mais c'est effectivement le travail de cette larve. Donc, on ne met pas son doigt là. Exactement. Avertissement pour ceux qui veulent essayer. Pour ceux qui veulent Il essayer. risque d'avoir un petit risque de blessure. Mais On en a un autre. Ça se développe et ça l'avance. Et ce OK, qui est le bon, fun, OK. puis ce qui est Hop, très oui, intéressant, OK. c'est Ah. que là, je vous présente l'autre étape. Parce qu'on passe de la larve OK. à la nymphe pour ensuite devenir un insecte adulte. Et là, ici, ce spécimen-là, dans quelques mois, va devenir un beau coléoptère. Ben, une belle, parce que celle-là, c'est une femelle. On ne OK. voit pas la corne. OK. Fait que les femelles ont absence de corne, mais ça va faire une coléoptère géante. Ah oui. Comme la Mégazoma qui était là, un des plus lourds. Mais mon Fait qu'on Dieu. peut voir que c'est vivant. Ça, bouge. c'est pas, je n'aime pas le mot malin, là, mais OK. C'est plus à craindre. C'est plus à craindre. C'est plus à Exactement. craindre parce que les pièces buccales ont disparu. Elle ne OK. consomme plus de bois. Là, elle va tout simplement être en croissance pour se développer. Et une fois qu'elle va ressortir de cette forme de corps-là, elle va avoir l'apparence d'un coléoptère adulte, comme je vous ai Ah, présenté. OK. Ah, mon Dieu, c'est quelque chose de... Fait que ça, c'est Ah, un que cheminement c'est- très long qui se fait sur 2 ans. OK. Puis après ça, on va avoir un 8 mois à l'âge adulte, comme ceux que je vous ai montré. Bon. On va... Il y en a tellement d'autres. On va aller... Il y a des papillons, là, qui sont faits. Oui, parce que dans les papillons, moi, j'aime ça présenter certains parce qu'ils sont de forte taille. Oui, il y en a un, là, c'est... Et comme c'est celui-là gros. ici, ça, c'est un spécimen qu'on appelle le papillon cobra. Ah, OK. Fait que Lui, quand on parle de cobra, on fait un parallèle avec ça. oui, parce que tu vois dans la pointe de Oui. l'aile ici, Oui, OK. on voit comme la tête d'un serpent. Ah, mon Dieu, ben oui. Ben oui, ben oui, je viens juste de m'en rendre compte. C'est là, pour ça vrai, qu'on oui. lui a donné ce titre. Mais celui-là, c'est en réalité son véritable nom, c'est l'Attacus atlas. OK. C'est le plus gros papillon de nuit qu'on retrouve dans le monde. C'est un papillon de nuit. Oui. OK. Fait que comme le papillon lune, que je sais que tu apprécies beaucoup, Oui, oui. c'est un saturnidé. Il est parent avec lui, OK. de loin, mais d'un autre continent. Donc, c'est des papillons qui sont très gros, très massifs et poilus, puis qu'ils ont des antennes un peu particulières, Oui, on voit ça, là, oui. en forme de plumes, on dit. OK. Des antennes plumeuses. C'est ça, ce genre de papillon, est-ce que ça a une durée de vie qui est longue? C'est très bref. C'est On bref. parle d'environ 2 semaines d'espérance de vie Hein? à l'âge adulte là, en papillon en stade amigo. Comme ça, Oui. à l'âge adulte, 2 semaines? 2 semaines et après ça, c'est terminé. 2 semaines qui vont être stratégiques, par exemple, qui vont être dans l'objectif, bien sûr, de copuler, OK. de rencontrer la femelle OK. pour féconder les œufs et ensuite, ces œufs-là
vont redevenir à leur tour Ils vont des redevenir. chenilles, qui OK. vont consommer durant un été complète pour devenir des chenilles gigantesques, qui vont par la suite refaire un cocon et redevenir ce magnifique On a papillon. ça dans quelle partie du monde? Ceux-là, les Attacus à classe, là, c'est des variétés qu'on peut retrouver un peu partout. En Amérique du Sud, on peut en retrouver aussi même en Thaïlande. OK. Il y a différentes variétés de classe Attacus. Et puis, ces variétés-là, ben, ils se ressemblent, mais parfois vont être un petit peu plus petites, mais vont arborer sensiblement les mêmes formes et les mêmes motifs, mais avec des petites variantes. Il y en a aussi d'autres. On peut en présenter peut-être un ou deux encore, Tommy, avant d'aller au vivant. Oui, oui, oui. Fait qu'on pourrait en présenter. Il y en a tellement des beaux. Parce que je veux me garder un peu de temps, et mon Dieu, que le temps passe vite, pour parler des papillons monarques. Oui. Ça, là, je vais Fait que absolument. je vais te présenter Ah, lui. Lui, c'est un Brucana. C'est un papillon de la Malaisie qu'on appelle un papillon à ailes d'oiseau. OK. À cause de la forme de ses ailes, là, on parle d'un papillon de jour. C'est des papillons qui vont vivre plus longtemps parce qu'eux autres, ils sont équipés de trompes qui OK. est enroulée Mhm. et qui va leur permettre de s'alimenter. OK. Tandis que le papillon de nuit, je t'ai présenté, lui, la bouche est absente. Ah! C'est ah, pour oui. ça qu'il vit aussi peu longtemps aussi. Ah, OK. Il vit sur OK. des réserves de la chenille. Qui sont pas. Je veux dire, les réserves ont une fin, là. C'est Exactement. sûr, hein. Fait que- Puis son espérance de vie le limite à 2 semaines. Tandis que lui, tant aussi longtemps qu'il va trouver des matières, nectar et pollen, il va être capable de booster son espérance de vie. Des fois même en trichant, en créant un genre de stéroïde OK. qui est, dans le fond, de faire fermenter les sucres et les pollens dans sa trompe, qui va faire un peu une substance qui est comparable à l'alcool et qui va même l'apporter quelquefois en état d'ivresse. Tommy, on va, si vous me permettez, parce que le temps passe très vite, Oui. on va prendre un papillon monarque. Oui, OK. le monarque. Oui. Et bien C'est sûr, qui c'est? Parce que ça, c'est il y a de long. chez nous. Là. il y a C'est long ça, à c'est de dire chez sur nous. celui-là. C'est ça. Et ça, c'est fascinant. Moi, là, j'ai lu beaucoup sur les papillons monarques. Puis, pourquoi que on lance un cri d'alarme? Réellement, là, ce sont les scientifiques qui disent la race est après s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe avec le papillon monarque? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment 2 écoles de pensée là-dessus. Bon, ben ça, moi, j'ai des contacts avec des amis qui sont vraiment des spécialistes des monarques, à un tel point qu'ils pourraient vous dire là, comment la maladie agit sur lui au niveau des réactions sur les écailles des ailes au microscope. Non, OK. OK? Cette personne-là, moi, c'est un ami qui est à l'extérieur, qui a les serres de Chambly. La ferme Guyard. Il s'appelle Dave Clermont. Dave, c'est un bon ami à moi avec qui j'ai eu des échanges beaucoup là-dessus. Puis je trouve ça intéressant parce que, justement, cette ligne de pensée-là, de croire à l'extinction du monarque, elle est un petit peu, je dirais, on a peut-être levé le drapeau blanc trop vite un peu. OK. Le monarque est un papillon qui est très, 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 très résistant. Dans le sens où, au niveau du fait que les insectes, ils existent depuis 350 millions d'années, puis ils ont traversé toutes les crises qui existent dans ce monde. Entre autres, ce que je pourrais vous donner comme exemple, c'est l'ère glaciaire. Parce que le monarque y était, hein, quand il y a eu l'ère glaciaire et que les OK. glaciers ont pris possession Oui. des continents, Mhm. le monarque existait, il était juste plus bas en Amérique du Sud. Quand les glaciers se sont retirés et qui ont permis au monarque de remonter vers le nord de l'Amérique, ben, il était là. Et à travers ça, il y a toujours eu des courbes de population qui étaient plus hautes, plus basses. Ce qui est un peu inquiétant dans le cas des monarques, c'est qu'on fait des parallèles par rapport à des choses, 3 choses qui ont un effet direct ou pratiquement direct sur lui. D'abord, le réchauffement climatique. Oui. Le réchauffement climatique, le monarque est un papillon qui ressent un peu ce changement du climat-là. Et quand les printemps sont très, très froids, eux autres, s'ils ont une température en bas de 10 degrés, quand on tombe à 5 degrés là, dans les aires de repos qui sont situées principalement au Mexique, mais on en Mexique, retrouve oui. aussi en OK. Californie, Mhm. puis on en retrouve aussi en Floride. OK. Fait que c'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce que quand les températures sont très basses, beaucoup de monarques meurent, mais c'est un papillon qui va pondre entre 300 OK. à 700 œufs. Fait que ça Fait veut que- dire, il assure sa descendance, autrement Oui, dit. puis l'affaire, c'est que les gens les comparent un peu comme des oiseaux. Et c'est pas le cas.
Un oiseau, on va avoir 5-6 œufs, là. Là, c'est inquiétant, une population Oui, d'oiseaux. là, par exemple, oui, mais quand on Mais en là, parle de quand on- 600-700, là, ce n'est plus C'est que pareil, ça là. prend peut-être 1000 individus pour repartir avec quelques années une population assez facilement. Parce qu'il faut dire que les monarques, à chaque automne, parcourent environ 4000 kilomètres pour le Mexique, puis la Floride. C'est quand même beaucoup, beaucoup. Oui. Puis, ça veut dire que c'est un papillon qui est fait fort. Quand on dit que en 20 ans, la population a chuté de 90%. Ça, je trouve ça très intéressant d'apporter ce chiffre-là parce que là-dessus, moi, j'ai une certaine ligne de pensée parce que le 90%, il a été un peu établi d'une façon que je dirais qui est plus ou moins justificative. Comme exemple, pour que tu comprennes où je veux en venir avec ça, c'est que ici, près de Rouen, là, et en Abitibi, on a eu une épidémie de chenilles. Oui. À un moment donné, on a eu une très grosse quantité de chenilles qui s'est établie sur environ 4 ans. Puis là, cette quantité-là redescend. Ça, c'est propre aux insectes. OK. Tu sais, quand les conditions sont favorables, on va avoir une surabondance, puis après ça, on va avoir un balancement d'équilibre qui se fait par la nature. Chez les monarques, il s'est produit un peu la même chose il y a 10 ans. C'est qu'on a eu une très, très forte natalité de papillons monarques, puis à un moment donné, les natalités ont rebaissé. Ce 90%-là a été établi non sur une moyenne, mais sur un écart excessif. Fait que ça veut dire que d'une vous êtes très grande sceptique à ce production. moment-là Oui, je suis très sur le sceptique au 90% parce que avec les collègues que j'ai qui font du recensement ici au Québec, OK. des monarques, ils ne sont pas du tout inquiets. Ah, OK. Et l'autre phénomène qui a amené cette inquiétude-là, c'est aussi la diminution de 50% de la plante qui est l'asclépiade. Oui, exactement. J'avais ça ici parce qu'ils dépendent de ça, eux autres. Oui, les chenilles ont pour plante hôte uniquement l'asclépiade. Et l'asclépiade, elle a été un peu bousculée dans les cultures agricoles à cause des ONG, qui est dans le fond une génétique qu'on a implantée au maïs puis au soya pour réussir à pouvoir lâcher des herbicides et que ces plantes-là résistent, mais que tous les autres plantes qui sont jugées comme des mauvaises herbes meurent, dont l'asclépiade. Okay. Fait que ça a créé une diminution beaucoup d'asclépiades. Mais comme le monarque, même s'il est très nombreux, 50% de l'asclépiade, c'est encore facilement assez pour lui, pour se reproduire. Puis je te dirais que peut-être même 25% lui permet encore de doubler, de quadrupler sa population. Donc, on a un peu paniqué. Oui, moi je crois que c'est un dossier qui est très chaud, hein, les monarques, parce que là-dedans, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs groupes qui se sont investis là-dedans. Il y a des gens environnementalistes et tout ça. Il faut creuser pour aller se faire son propre opinion. Et il ne faut pas aller trop vite quand on nous propose des chiffres, mais vraiment de creuser d'où proviennent ces chiffres-là pour voir c'est quoi le vrai portrait. Parce que ce qu'on parle aujourd'hui, et on ne rentrera pas dans les détails, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg concernant les monarques. Là, Tommy, mon Dieu, il reste très peu de temps. On va aller avec des insectes vivants. Hein, s'il vous plaît. OK. Mais là, je me tiens loin un petit peu. OK. J'ai osé t'apporter un petit morceau d'Australie. OK. Celui-là, c'est un phasme. C'est un phasme très particulier. OK. On va faire un gros plan, c'est ça? OK. Bon. Tu vas voir, ce spécimen-là, ce qui est très particulier, c'est qu'il roule ici son abdomen sur son dos pour mimer le comportement d'un scorpion. OK. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est un mimétisme pour intimider son prédateur, alors qu'en réalité, il s'agit d'un imposteur qui est complètement inoffensif. C'est ça à quoi je veux toujours en venir. S'il saute sur moi, c'est pas dangereux. Envoie-les pas, par exemple, mais s'il saute sur moi. Ça n'est pas un qui saute. On choisit toujours des spécimens faciles. Oui, hein? Exactement. Puis, il n'arrivera pas ici avec un lézard. Il vous fait peur. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir souvent qu'il y a comme une interaction avec eux. Fait que tu vois, on peut s'amuser. Tiens, tu vas-tu faire la jolie? Ah ouais, viens-t'en. Ouais, vas-y, donne une patte. Allez, plus haut. Ah ouais. Mais les jeunes devaient être passionnés quand les jeunes adorent je comprends. D'avoir un contact avec des véritables insectes. Ils peuvent toucher, ils peuvent vivre une expérience. Lui, on peut y toucher, il n'y a pas de problème. Oui, parce que, il y en a, je reviens très vitement là, aux papillons, là, parce que j'avais une question aussi sur ça. Est-ce que c'est vrai qu'on est mieux de ne pas toucher aux ailes des papillons? Ça, c'est important parce que
tu vois, c'est une question qu'on me pose souvent. Mais bien sûr, on est un peu contaminé par la télévision avec les contes comme Peter Pan. Ah, ben oui, ça. Fait que là, on a la Oui, poudre oui, magique ouais, qui fait exactement. voler fait clochette. C'est ça. Chez les papillons, il ne s'agit pas d'une poudre magique qui les fait voler, mais bel et bien des écailles, comme je te parlais tout à l'heure, qui sont sur leurs ailes. OK. Fait que nous, notre humidité sur la peau de notre transpiration, ça colle. Hein? Donc, quand on touche les ailes, hop, les écailles restent collées à notre peau. OK. Fait que par la suite, ça va les décolorer, mais ça ne les empêche pas de voler. Tommy, il faut absolument montrer La forte taille. la belle mille pattes. Est-ce qu'on peut dire ça de même? Ah, Oui. ça, là, Le c'est mille pattes, vraiment Le myriapode, extraordinaire. ce n'est pas un insecte, mais il fait partie de la même famille Regardez ça, que mesdames les et insectes qui messieurs. sont les arthropodes. Regardez ça. Et là, on parle d'un spécimen qui n'est pas non plus là, banal, mais vraiment exceptionnel. C'est un mille-pattes géant Regardez de ça, Madagascar. si c'est beau. Regardez ça. On va prendre C'est un de gros voir. trait. Là, je l'époche du nez un peu, là, mais je pense qu'il va par exprès. Il sait d'abord que Comme j'aime il est ça. inoffensif, Oui, ça ne c'est ça. m'inquiète pas du tout. Mais c'est vraiment beau. Quand on regarde les pattes, là, on dirait du velours qui s'en va. Hein? C'est vraiment là. Oh, Le mouvement des pattes chez les mille-pattes est très particulier. Et c'est ça qui les rend fascinant. Aussi, c'est qu'au niveau aussi du sens du toucher, c'est très fascinant de sentir des pattes qui sont munies de petites griffes et qui vont s'agripper, mais sans nous blesser. Moi, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'est vraiment une expérience au niveau des sens du toucher. Ça vient de quel pays? Ça vient de où? Lui, c'est une variété qui vient de Madagascar. Ah, OK. On parle d'un spécimen là, qui est dans les plus gros qu'on retrouve dans le monde. Ah, je comprends, c'est sûr. Ah, c'est vraiment extraordinaire. Parce que ce sont ces insectes-là, on les a tous vus avant l'émission. C'est pour ça que je tenais énormément à montrer ce mille pattes-là. C'est vraiment doux. Puis il fait la belle en plus. Oui, de ça. il se lève sur ses pattes. Et les mille pattes sont fascinants parce qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut développer au niveau historique. Là, parce que les Lémuriens à Madagascar les utilisent comme stuff à mouche. De nombreux spécimens savent pertinemment qu'on ne doit pas manger ce spécimen-là parce qu'il a un produit répulsif qu'il produit avec son corps. OK. C'est une petite machine pharmaceutique à pattes. Là. Il reste à peine 2 minutes. Puis j'ai 2 choses absolument à montrer ici. Ceux qui veulent avoir de magnifiques casquettes, on peut les montrer peut-être ici, oui. OK. Juste ici. Fait que ça, c'est notre moyen de financement C'est ça. qui nous aide à financer les activités qu'on fait avec les écoles parce qu'on est un attrait touristique non subventionné. Voilà, exactement. Puis ici, l'hiver s'en vient. Fait qu'une belle tuque ici qu'on peut... Ils sont très chaudes. Puis C'est ça, on dit, c'est le modèle slouchy qui fait un peu comme la tuque patriotique là, avec Oui, oui. le bout là, qui pend à l'arrière. Exactement. Fait que ça, c'est 25 Oui. l'unité. Voilà. Alors, encourager le labyrinthe, c'est vraiment... c'est très, très, très beau. Et en terminant, c'est ouvert actuellement encore, même Oui. l'automne, oui, il n'y a pas de... On a, dans le fond, c'est la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on est ouvert à l'année, sur OK. réservation, les fins de semaine. OK. Et les semaines aussi, on peut placer des réservations, mais comme on fait souvent des écoles durant les semaines, là, c'est un peu plus difficile. Mais il s'agit de nous contacter via notre page Facebook ou notre numéro de téléphone sur notre site web pour vérifier les disponibilités puis si ça convient à chacun. Et l'été, en période estivale, là, on tombe dans la période sans réservation. Ah. Et là, on va parler du 24 juin, aller au 1er septembre. Les gens débarquent dans les heures d'ouverture et là, on n'a pas besoin de Et réservation. vous pouvez appeler au 819-732-2457. Exactement. C'est ça. Alors, appelez, puis allez faire un tour. C'est vraiment fantastique. Puis, Tommy, on n'a pas eu le temps de parler des migales, mais on va se reprendre le printemps prochain. Oui. On refait parce qu'il y a même des spécimens qu'on n'a même pas eu le temps de voir. J'en apporte toujours fascinant. plus. Tommy, merci beaucoup, beaucoup. Puis on invite les gens à Amos à aller vous rencontrer, puis vous voyez cette magnifique, ces œuvres extraordinaires. Tommy, merci beaucoup. Merci, Gabi. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.